Le sujet du Beacon of Hate fait référence à une fréquence radio pirate qui a été entendue à partir des années 2000. Dans la communauté de fans de radio amateurs, un certain AA5TB possède un site internet dans lequel il recense tous les signaux radio intéressants qu'il capte, et le 2 juin 2000, il a trouvé un signal radio pirate relativement faible constitué de morse. Ce qui est étrange avec cette transmission, c'est le matériel de cryptage avancé qui a été utilisé pour diffuser un message qui ne sera entendu que par une petite quantité d'auditeurs. Je vous mets un exemple de l'une des diffusions. Le contenu des messages change périodiquement et ce signal a su être entendu dans plusieurs états en Amérique, par exemple au Texas ou à Washington. Lorsque l'on traduit les messages, cela ne fait pas trop de sens, mais les termes employés qui reviennent sont le gouvernement, le porno, la Palestine et les chameaux. Il y a un certain nombre d'erreurs dans la traduction en morse, ce qui laisse sous-entendre que celui qui diffuse ces messages ne comprend pas le morse, mais il a juste copié-collé une traduction, ce qui rend les messages approximatifs. Voici quelques exemples de messages. Prenez toutes les femmes du porno et les chameaux religieux, vous avez pris la mienne durant 15 ans. La marque de la bête, nous croyons en Dieu. Jésus-Christ est maudit. Les États-Unis ont corrompu les chameaux. Ils ne peuvent plus mettre la mention « Nous croyons en Dieu » sur leur billet. Mais le message le plus cryptique, que je ne peux décemment pas vous lire, a été capté le 30 avril 2002. Personne n'a su identifier celui derrière ces transmissions. Donc soit c'est un message personnel de haine, soit c'est une blague, voire un ARG, mais il y aurait eu beaucoup d'efforts qui auraient été faits pour une transmission qui n'avait quasiment pas de chance d'être captée. Ce qui est fou, c'est que des signaux sur le canal du Beacon of Hate ont été captés de nouveau le 4 septembre 2021. Mais il se pourrait que ce soit un troll qui a décidé d'émettre sur les mêmes ondes pour voir comment les personnes allaient réagir. Charles Fort était un écrivain américain né au 19e siècle dont les œuvres étaient spécialisées dans le recensement et dans l'étude des phénomènes inexpliqués, et dans lesquels il essayait de trouver des explications plus ou moins rationnelles. En gros, c'est le premier enquêteur paranormal. Passionné par tout ce qui n'est pas explicable par la science, il prend des notes sur tout ce qu'il trouve dans les journaux, dans les bibliothèques et dans les musées, et nomme ces phénomènes extraordinaires des données damnées. Il a sorti son livre principal, le livre des damnés, en 1919, sur la base des 20 000 notes qu'il avait amassées. Son livre traite de tellement de sujets que je vais vous faire une petite liste qui ne sera pas exhaustive. Il parle de pluie d'animaux, de combustion humaine spontanée, de foudre globulaire, de poltergeist, de lévitation, d'ovnis, de disparitions inexpliquées, de magnétisme, d'artefacts retrouvés, et il a même inventé le terme de téléportation. Charles Fort aimait beaucoup l'absurde, et il ne se privait pas de donner des explications complètement farfelues pour justifier l'origine de certains événements. Par exemple, pour justifier les pluies de poissons, sujet que l'on a vu dans le tiers numéro 2, il expliquait qu'il y avait une super mer dans l'espace d'où les poissons tombaient. Et il a été le premier à expliquer que certaines disparitions inexpliquées pouvaient être le fait d'enlèvements extraterrestres. Il pensait d'ailleurs que la Terre était souvent visitée par des aliens qui venaient nous pêcher, et que la Terre était entouré d'une coquille opaque parsemée de petits trous qui laissaient croire à des étoiles. Si son livre a été autant acclamé que détruit par la critique, il n'empêche que son œuvre a généré la Fortean Society en 1931, un an avant sa mort, une association qui a continué son œuvre de recherche dans le paranormal et qui a remis en lumière des phénomènes dont personne ne cherchait à comprendre les origines. La théorie derrière The Road to Ruta aurait été découverte par un homme qui a travaillé dans la finance, dont le surnom est Big Swear, et qui se base sur l'idée qu'il y a un groupe de personnes disséminées à travers le monde qui cherchent à détruire les banques et à mettre fin à leur pouvoir financier, de manière à retourner à un monde financier basé sur l'or et non sur la spéculation. La théorie prendrait ses bases dans une BD destinée aux enfants, publiée par la Banque de réserve fédérale de Boston, d'abord en 1981, puis remasterisée en 2007. Cette BD raconte l'histoire de l'apparition de fleurs colorées dans une ville qui n'a jamais vu de couleur. L'idée de ce livre était de présenter simplement les problèmes économiques qui peuvent être causés par la rarification de certaines ressources et comment les sociétés essayaient de régler ces problèmes. Selon Big Swear, ce livre ne serait qu'une métaphore du monde réel et de ce qui va se passer. Je ne suis pas un expert économique, mais je vais tenter de vous expliquer le cheminement de pensée sur lequel cette théorie se base. Au début des années 1900, les États-Unis d'Amérique ont mis sous scellé dans leurs banques leurs ressources financières matérielles, par exemple l'or ou l'argent, et se sont mis à aller coloniser ces ressources dans les autres pays, de manière à accroître leur stock de métaux précieux, avec la garantie de ne pas perdre leurs ressources de base. Depuis 1970, les marchés financiers ont évolué pour être gérés par des ordinateurs, et une élite bancaire s'est mise à pirater ces ordinateurs en réorientant les bénéfices financiers directement dans leur poche, en faisant croire aux États que tout allait bien. Sauf que depuis les attentats du 11 septembre 2001, un groupe de personnes puissantes, aidées par les gouvernements, ont décidé qu'il était temps de mettre fin à ces agissements et ont planifié de faire cracher le système financier, de manière à ce que les billets de banque ne valent plus rien et que les banques se mettent à payer les citoyens et les institutions étatiques avec de l'or, ce qui permettrait une répartition équitable des métaux entre tout le monde, mais qui laisserait les banques sur le cul en vidant leurs réserves d'or injustement gardées. Une autre conséquence de ce crash serait de ne plus avoir de lien entre le dollar, qui n'existerait plus, et le pétrole, ce qui pousserait les gouvernements à mettre en avant les ressources écologiques dans ses utilisations énergétiques. Forcément, les crypto-monnaies feraient partie de ce plan de destruction du système bancaire et serviraient de moyen de paiement, en complément avec l'or et l'argent, lorsque les billets de banque n'auront plus de valeur.
La théorie de la fuite d'Hitler dans la Terre creuse se base sur le fait qu'il y avait des rumeurs venues des proches d'Hitler qui affirmaient qu'il croyait que la Terre était creuse, et qu'il avait envoyé des expéditions pour trouver un moyen de s'y rendre, de manière à en tirer un avantage durant la Seconde Guerre mondiale. Quand on sait qu'il avait envoyé des expéditions pour retrouver l'Atlantide dans le but de justifier son idée de race suprême, et qu'il est à l'origine des poupées gonflables pour que ses soldats se soulagent dans du plastique et ainsi évitent des maladies sexuellement transmissibles, plus rien n'est étonnant de sa part. Lorsqu'Hitler avait appris sa défaite, il ne se serait pas suicidé, mais il aurait pris un chemin souterrain secret pour rejoindre un avion, puis aurait pris la direction du pôle sud, et il se serait caché dans l'une de ses bases établies dans la Terre creuse. Ce sujet est couplé avec la théorie du royaume d'Agartha, dans lequel se serait rendu l'amiral Byrd, sujet que l'on a vu dans le tiers numéro 2 de cet iceberg. Et je ne vous avais pas tout dit à l'époque pour ne pas spoiler cette théorie. Mais l'amiral Byrd aurait croisé des vaisseaux volants qui arboraient une svastika, ce qui signifierait que les nazis avaient découvert ce monde souterrain avant les Américains. L'idée derrière cette théorie est qu'il existe une banque de sang qui n'est réservée qu'à ceux qui font partie des Illuminati. La qualité du sang serait la meilleure que l'on puisse trouver sur le marché du don du sang, et certains pensent même qu'il y aurait des fermes d'esclaves dont on prélèverait du sang régulièrement de manière à accroître les stocks. Il y aurait plusieurs types d'utilisation, mais les plus communes sont les transfusions qui permettraient de renouveler un sang pourri par les débauches d'alcool et de drogue, et il y aurait l'utilisation de ce sang dans des cérémonies sataniques. Cette théorie se base sur le fait que certaines formes géométriques seraient sacrées et seraient des émanations de Dieu. En gros, la géométrie ferait partie des outils de base dont s'est servi Dieu pour créer l'univers et la vie. Et il y aurait certaines formes que l'on retrouverait à la fois dans l'infiniment petit et à la fois dans l'infiniment grand. Par exemple, le nombre d'or ou les cercles parfaits. C'est pour cela qu'on croiserait dans certains lieux de culte la répétition de certains motifs, car cela aurait pour but de connecter directement les hommes avec l'essence même de Dieu. Et c'est pour cela que dans certaines cérémonies occultes, il y a des dessins qui sont censés provoquer des événements précis, ou que dessiner des mandalas serait bon pour se ressourcer. La prophétie du pape noir se base sur une vision qu'aurait eue Saint Malachie aux alentours de 1139, et qui voudrait qu'il y ait encore 112 papes à partir de sa prédiction jusqu'à l'arrivée d'un pape qui serait maudit et qui marquerait la fin des temps. La première publication de cette prophétie est apparue bien plus tard, en 1595, et il y a de sérieux doutes sur la véracité de cette publication, car aucune trace de ces prédictions n'avait été trouvée pendant les 4 siècles avant sa publication. Et il y a eu des erreurs, que ce soit dans la description des papes ou dans la présence d'antipapes. Les antipapes sont des papes qui ont eu le titre, mais qui n'ont pas été reconnus comme valables et légitimes par l'Église catholique. Ce qui est intéressant dans cette théorie, c'est que nous avons actuellement le 112e pape. Selon la prophétie, le Black Pope serait donc le pape François, qui a ce titre depuis le 13 mars 2013. Et les prédictions de Saint Malachie qui en découlent sont qu'à la fin de son règne, il y aura la destruction de Rome, la fin de la chrétienté, le jugement dernier et la fin des temps. Il n'y a plus qu'à attendre la fin de son règne pour voir si le monde va vriller. La DMT, autrement dit la diméthyltryptamine, est une drogue psychédélique qui cause des hallucinations. Si cette drogue est assez peu répandue et difficile d'accès, on peut la trouver facilement dans certains pays de l'Amérique du Sud, comme le Brésil ou le Pérou, dans laquelle elle sert de principe actif à l'ayahuasca, une décoction hallucinogène à base de lianes. Dans une étude scientifique sur la DMT, il y aurait plus de 2500 cas recensés de témoignages de rencontres avec des entités lors de ces trips, et selon les témoignages, ces entités étaient majoritairement positives. Et pour les 3/4 de ceux qui les auraient rencontrées, elles semblaient bien réelles, c'est-à-dire qu'elles étaient différentes des autres hallucinations ressenties. Selon ces témoignages, la prise de DMT permettrait l'accès à une autre dimension que l'on n'a pas accès avec nos sens dans notre état normal. Et dans cette nouvelle dimension, on peut y rencontrer des êtres qui sont décrits comme étant des guides, des esprits ou des elfes. Les messages transmis par ces êtres sont à la fois généraux, par exemple ces esprits expliquent que la mort n'est pas la fin et que tout est connecté, mais certains messages peuvent être aussi personnels, car ces êtres peuvent donner des conseils sur la vie à suivre et sur les mauvaises habitudes à perdre. Des scientifiques pensent que si autant de gens rencontrent le même type d'être spirituel lors de leur hallucination sous DMT, c'est parce que ce type de rencontre est l'objectif commun de ceux qui prennent des drogues, et que ce serait une manifestation de leur subconscient. J'en profite pour rappeler que la drogue c'est mal, vous voyez ? Le sujet des laboratoires technologiques en eau profonde fait référence au programme Sealab, mis en place par la marine américaine dans les années 1960, qui est un programme expérimental visant à étudier le comportement humain dans un habitat sous-marin pendant une longue période de temps. L'idée derrière les 3 programmes sous-marins qui ont été effectués était principalement de tester la capacité des hommes à survivre alors que leur corps est comprimé par la pression des profondeurs sous-marines, c'est-à-dire à plus de 100 mètres en dessous de la surface de la mer, et de voir si leur mental arrivait à suivre ou s'ils se mettaient à péter des câbles. Il y avait plusieurs objectifs qui allaient être utiles aux militaires, par exemple savoir s'il était possible d'effectuer des sauvetages en cas de problème avec leurs sous-marins militaires. Les premiers tests effectués en 1964 par le Sealab 1 ont commencé par 4 plongeurs qui ont vécu 11 jours à 59 mètres de profondeur. La durée prévue était de 3 semaines, mais ils ont dû arrêter à cause de l'arrivée d'une tempête tropicale. Pour la petite anecdote, Scott Carpenter, un astronaute qui a été le 2e américain à avoir été envoyé en orbite, devait participer à cette expérience, mais il a eu un accident de moto juste avant, ce qui l'a empêché d'y participer. Malgré l'arrêt prématuré de Sealab 1, les résultats étaient encourageants et les marins ont remis le couvert avec le programme Sealab 2 en 1965.
mais avec plus de moyens. Les locaux sous-marins étaient placés à 62 mètres de profondeur, et la nouvelle installation avait des toilettes correctes, de l'eau chaude pour la douche, et même un laboratoire pour faire des expériences. 3 équipes se sont relayées et ont passé chacune 15 jours à l'intérieur. Mais Scott Carpenter, dégoûté d'avoir raté la première édition, y est resté 30 jours pour le plaisir d'établir un record. Ici encore une petite anecdote, un dauphin avait été dressé pour apporter les ravitaillements, et il portait le petit nom de Tuffy. Les résultats de cette seconde expérience étaient si bonnes que le Sealab 3 a été mis en route, et c'est là que les problèmes ont commencé à apparaître. À cause des problèmes budgétaires liés à la guerre du Vietnam, la mise en place du programme a pris du retard et s'est mis à coûter plus cher, et certains aspects de la sécurité ont été occultés. Lancé en 1969, l'habitacle de Sealab 2 a été repris, mais cette fois il a été plongé à 190 mètres de profondeur, soit 3 fois plus profondément. Assez rapidement, il y a eu une fuite d'hélium dans l'habitacle, mais pour éviter de remonter l'habitacle à la surface et compromettre la mission, 4 des membres de l'équipe ont tenté une première fois de réparer cette fuite sans succès. Mais ils y sont retournés une deuxième fois et ont tenu pendant 20 heures d'affilée, drogués aux amphétamines pour rester éveillés. Mais durant cette opération, Berry Louis Cannon est mort, à cause de l'empoisonnement qu'il avait subi avec la fuite d'hélium, même si certains pensent qu'il est mort d'hypothermie à cause du froid des profondeurs de la mer. Si vous pensiez que les théories de ce sujet se basaient sur un but caché de ces programmes sous-marins ou sur une utilisation militaire obscure, cela reste probable. Mais les théories se basent surtout sur la présence de l'un des militaires qui cherchait constamment à saboter les installations du Sealab de manière à tuer ses collègues. Et face aux suspicions de l'équipe, ils se sont mis à mettre un membre de l'équipe en charge de surveiller constamment les installations de renouvellement d'air, jusqu'à ce qu'il soit remonté à la surface sain et sauf. À partir de ce moment, il n'y a plus eu de problème. À leur retour sur Terre, les aquanautes ont été psychanalysés et l'un des membres montrait un comportement instable. Mais vu qu'il n'y avait aucune preuve vraiment solide contre lui, mais surtout pour éviter de faire un bad buzz, il n'a jamais été poursuivi. Au final, cette histoire de crime irrésolu en milieu sous-marin a causé la fin des recherches du Sealab. Mais certains pensent que les expériences continuent, mais cette fois-ci à l'abri des regards. Ce sujet parle des enfants sauvages, c'est-à-dire ceux qui ont été coupés de la présence d'humains dès leur plus jeune âge, que ce soit par des abandons ou des fugues et qui parfois auraient été élevés par des animaux. Il est possible qu'un enfant humain soit pris sous l'aile d'un animal sauvage, mais il faut que la femelle ait perdu sa portée et qu'elle reporte son instinct maternel sur cet enfant perdu, ce qui est assez rare et ce qui fait que la plupart de ces histoires ne sont pas 100% véridiques. Par exemple, il y a le cas d'Amala et Kamala, qui étaient prétendument des fillettes qui ont été élevées par des louves en Inde dans les années 1920. Mais les seules sources sont les écrits d'un révérend, et après des études dans les archives, elles n'auraient pas été des enfants sauvages et elles n'auraient jamais côtoyé de loups, mais cette histoire aurait été un moyen pour le révérend de dissimuler le fait qu'il les maltraitait. Par contre, il y a plusieurs cas qui semblent être des cas légitimes d'enfants sauvages. Par exemple, Itzvan, un enfant sauvage retrouvé en 1749 en Hongrie. Il ne parlait pas, mangeait de la viande crue et des herbes, et il était capable d'attraper des poissons en nageant. Il avait fini par s'échapper et personne ne le revit. Un autre cas d'enfant sauvage, et qui a été le seul cas à être décrété comme authentique par le Vatican, est celui de Marie-Angélique Mémy Leblanc, une autochtone indienne américaine, née en 1712 sur le territoire américain, dans une zone à l'époque sous administration française et en pleine guerre de territoire entre les colons et les Indiens. Cette guerre a poussé sa mère à fuir avec ses enfants en France, mais les problèmes d'argent ont forcé sa mère à la confier à un fabricant de soie en 1720. À 8 ans, Marie-Angélique s'enfuit avec une esclave à peu près du même âge qu'elle. On les retrouve en 1731, soit 11 ans plus tard, et si sa compagne d'infortune a été abattue par balle car les deux filles ont été confondues avec des animaux sauvages, Marie-Angélique a fini par être prise en charge par des hospices et des couvents, sous la protection du duc Louis d'Orléans, un cousin du roi. Lorsqu'elle fut retrouvée, elle buvait l'eau à 4 pattes, elle avait des comportements de chasseuse et de pêcheuse, et les aliments cuits la rendaient malade. Mais elle avait réussi à être rééduquée, et elle a même fini par apprendre à lire et à écrire. Même si ce sujet est sombre, je ne m'attendais pas à trouver cette thématique aussi passionnante. Si ce genre de sujet un peu historique est votre truc, allez fouiller un peu, il y a moyen de s'occuper une bonne soirée. Les Cagots étaient un peuple semi-nomade itinérant qui exerçait certains métiers du bois et du fer dans le sud-ouest de la France. Ils étaient considérés comme les descendants des lépreux, du fait d'une consanguinité supposée et d'une origine douteuse, et les populations sédentaires ne les voyaient pas d'un bon œil. Dès le Moyen-Âge, avec la peur des maladies et des épidémies du genre peste noire, ils auraient été exclus et dénigrés, car les gens pensaient que les peuples nomades risquaient d'apporter des maladies d'ailleurs. C'est pour cela par exemple qu'il leur était interdit de marcher sans chaussures, pour éviter qu'ils ne souillent le sol d'une quelconque maladie. Les Cagots vivaient en général en petits groupes de 2 ou 3 familles aux abords de certaines villes, parfois dans certains lieux qui avaient servi de zone d'isolement aux lépreux. Et il y avait un grand nombre d'interdictions qui avaient pour but de les écarter des villes et des contacts avec les villageois. Néanmoins, leur talent artisanal était reconnu et certains nobles n'hésitaient pas à faire appel à leur service malgré leur réputation. On peut retrouver des traces de leur discrimination dans la littérature. Par exemple, dans Gargantua, Rabelais avait écrit qu'un panneau sur la porte d'une abbaye interdisait l'entrée de ce lieu aux hypocrites, aux bigots et aux cagots. Pour pouvoir les différencier, les cagots devaient porter un signe distinctif représentant une patte d'oie découpée dans un drap rouge et cousue sur leurs vêtements. Les cagots seraient différents physiquement également. Par exemple, ils ne mesureraient qu'au maximum 1m30, ils auraient des lobes d'oreilles quasi inexistants et leurs doigts seraient palmés. Les traces de l'existence des cagots ont commencé à disparaître au moment de la Révolution française. Si l'existence des cagots est avérée par rapport aux documents de l'époque, il y a un certain mystère sur qui ils étaient vraiment. Il est possible que ce soit des villageois sans distinction physique qui auraient été exclus à la suite d'une réorganisation des grades de la société de l'époque. Malgré les hypothèses et les archives que l'on a retrouvées, on ne sait pas trop d'où vient ce peuple et comment ils ont disparu.
Le solipsisme est une théorie philosophique qui veut que la seule réalité qui existe est celle créée par nous-mêmes et notre conscience. En gros, ce que l'on ressent, ce que l'on voit, ce que l'on touche est l'unique réalité, et les autres consciences et le monde extérieur ne sont que des représentations. La réalité transite forcément par ce que l'on perçoit, mais si ça se trouve, rien n'existe à part des stimuli envoyés à notre cerveau. Selon cette théorie, tout est subjectif, et la réalité est à mettre au même niveau que les illusions, car on ne peut pas s'assurer que l'une ou l'autre existe. Thulé est une île qui aurait été aperçue par Pythéas, un astronome et explorateur grec aux alentours de 330 avant Jésus-Christ, alors qu'il explorait les mers du Nord. Les écrits de Pythéas sur cette île sont assez vagues et on ne sait même pas s'il a visité vraiment l'île, mais il a indiqué sa position qui se trouverait à 6 jours de navigation de la Grande-Bretagne, assez proche du cercle polaire. Si l'île de Thulé n'a pas été localisée, certains ont émis l'hypothèse qu'elle faisait référence aux îles Féroé, l'un des royaumes actuels du Danemark, ou au Groenland, mais il est possible aussi que ce soit l'Islande. Certains considèrent que c'est une île fantôme, c'est-à-dire une île dont l'existence a été admise et cartographiée, mais qui en réalité n'existait pas. En tout cas, cette idée d'île au bout du monde a eu une influence certaine dans la littérature, et elle a été reprise comme nom dans l'ordre de Thulé, une société secrète allemande qui basait leurs croyances sur des idées racistes et mystiques, et qui ont généré l'idéologie nazie. Donc je pensais découper la vidéo en 3, mais finalement j'ai plutôt la découper en 4, comme ça pour moi c'est plus simple au niveau des recherches et des montages, et puis j'aime bien le format de 15 ou 20 minutes. Enfin bref, on se retrouve bientôt. Bisous et bonnes vacances!